Bonjour à tous. Merci, vous êtes très très nombreux, c'est impressionnant. Donc les réseaux sociaux vous intéressent, visiblement. Et est-ce que je peux vous demander, question bête évidemment, qui est sur les réseaux sociaux? Il faudrait prendre une photo. Qui ne l'est pas ou qui ne l'est plus? Ah oui, c'est intéressant aussi. Mais vous êtes quand même en minorité. Hein. Alors, qu'est-ce qui va remplacer Facebook, Twitter, YouTube et Instagram? Je ne suis pas sûr que je vais vous livrer des scoops. Hein. Et surtout, avant de parler de futur, je vous propose de parler un petit peu du présent et puis même aussi du passé, parce que ça aide souvent à comprendre le futur et à envisager le futur. Et puis surtout, parler des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est parler de technologie, mais pas seulement, on le sait bien, puisque c'est également parler d'usage, de pratiques, de modèles économiques, de réglementation, et puis d'une manière générale et d'une manière plus large, de la place des réseaux sociaux dans la société. Alors, si on repart un petit peu dans le passé, moi je sais que quand je me suis inscrit sur les réseaux sociaux, 2007 Facebook, 2007 également Twitter, c'était ça les réseaux sociaux. C'était sympa, c'était un monde formidable de convivialité, de courtoisie, d'échange, de respect, un vrai paradis numérique. Il y avait la netiquette, je ne sais pas si les plus anciens le connaissent, c'était toutes ces règles non écrites qui régissent les rapports entre les gens sur Internet. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il devait y avoir 10, 20 millions de personnes sur Twitter dans le monde. Il y avait 50 millions de personnes sur Facebook. Aujourd'hui, il y a 300 millions de personnes sur Twitter et 2,4 milliards de personnes sur Facebook. Donc on a vraiment basculé dans une nouvelle dimension. Et inévitablement, les choses ont changé. Et les réseaux sociaux, aujourd'hui, en réalité, c'est plutôt ça maintenant. Donc c'est pas la même ambiance. C'est pas la même chose, c'est parfois un peu plus difficile. Donc moi j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Faut-il quitter les réseaux sociaux ?» et qui en fait avait pour but d'essayer de comprendre, de prendre un peu de hauteur par rapport à ce que je considère être comme 5 fléaux qui touchent aujourd'hui les réseaux sociaux. C'est-à-dire le premier fléau, c'est la haine, évidemment, illustré par cette image. Ensuite, les fausses nouvelles, les fake news, les infox en français. La question des données personnelles, donc de la vie privée, l'exploitation abusive des données personnelles, la cybercriminalité et l'addiction. Alors la haine, c'est un vrai fléau. Je vais enfoncer les portes ouvertes en vous rappelant que oui, aujourd'hui, les réseaux sociaux, certains en tout cas, je pense à Twitter en particulier, c'est quand même beaucoup d'injures, de harcèlement, c'est l'indignation systématique parce que l'indignation, c'est le moteur des réseaux sociaux, c'est ce qui fait que les informations se diffusent beaucoup. Et les réseaux sociaux qui ont été créés pour rapprocher le monde, aujourd'hui, malheureusement, ont plutôt tendance à le diviser. Quelques chiffres, 1 commentaire sur 7 est un message de haine. La propagation de ces messages de haine est 2 fois plus rapide que la propagation des messages normaux, on va dire. Et sur Twitter, je disais, l'indignation, ça marche bien. C'est un bon carburant, puisqu'on a constaté qu'un message d'indignation avait en moyenne 17% de taux de retweet en plus par rapport à un autre type de message. Les réseaux sociaux, c'est le royaume de l'émotion. Donc forcément, ça explique un petit peu, ceci explique cela. Du coup, le débat raisonnable aujourd'hui sur les réseaux sociaux est devenu quand même très compliqué, voire impossible, puisque, alors là encore une fois, je focalise peut-être un peu beaucoup sur Twitter, mais c'est devenu une machine à polémique. En plus, c'est le bureau des mécontents, les réseaux sociaux. Dès qu'on a un truc à dire contre quelque chose, on va le dire sur les réseaux sociaux. C'est aussi, d'une certaine manière, de plus en plus une tyrannie, la tyrannie des minorités. Bref, la grande conversation mondiale à laquelle on aspirait tous, où chacun pourrait s'exprimer librement, donner son point de vue, à visage découvert, devant le plus grand nombre, visiblement, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence, ça ne marche pas. Deuxième fléau, les fausses nouvelles.
en anglais les infox, en bon français du 21e siècle, non, en anglais les fake news, pardon, et en bon français du 21e siècle les infox. Eh bien, c'est un vrai phénomène. 30% des Français ont déjà relayé eux-mêmes des infox, parfois sans le savoir, parfois en le sachant, parfois en s'en foutant. C'est-à-dire qu'on ne se pose même plus la question de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, si c'est une information qui vient conforter certaines choses qu'on pense ou nous scandaliser ou autre, eh bien on la diffuse sans y prendre regard. Alors parfois c'est juste pour faire rire, le problème c'est que ça fait monter, ça augmente la viralité et ça fait monter eh bien, la valeur quelque part de ces informations. Alors c'est un vrai problème puisqu'on sait qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont un véritable média d'information, il y a même le mot de médias sociaux, c'est vraiment le média, et à mon avis ça va être de plus en plus le média dominant du XXIe siècle. Donc ces infox qui en plus parfois sont fabriqués délibérément par des officines pour différents motifs, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais sont en train d'envahir les réseaux sociaux. Deuxième phénomène, la fameuse bulle de filtre. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est, cette bulle de filtre, c'est-à-dire c'est l'algorithme de recommandation qui va faire qu'on est toujours confronté à des contenus qui nous correspondent en fonction de critères un peu mystérieux parce qu'on n'a pas accès à l'algorithme lui-même. Mais c'est le critère qui va du coup nous enfermer dans cette espèce de bulle où soit on se retrouve avec des gens qui pensent enfin la plupart du temps on se retrouve tout le temps avec des gens qui pensent la même chose que nous et ça nous donne forcément une vision totalement déformée de la réalité. Et on sait qu'aujourd'hui le combo gagnant fake news plus bulle de filtre, eh bien c'est ce qui a donné probablement naissance à des phénomènes totalement inattendus, comme le Brexit, comme l'élection de Donald Trump, qui étaient des choses qui n'étaient absolument pas prévues, et même qui a, en France, eh bien, contribué aussi à l'importance du phénomène des Gilets jaunes. On peut en parler une petite seconde de ce phénomène des Gilets jaunes. Ce n'est pas l'algorithme de Facebook qui les a fait naître, mais ça a énormément contribué. On s'est aperçu, par exemple, disons que ça a encouragé le mouvement, que c'est arrivé au moment où Facebook venait de modifier son algorithme. Pourquoi ? Parce que suite aux accusations après l'élection de Donald Trump où on reprochait à Facebook d'avoir fait le lead des officines de désinformation russes, notamment qui avaient diffusé énormément de fake news qui avaient influencé les gens, eh bien Facebook s'est dit bon bah alors on va faire quelque chose, on va essayer de limiter la portée de toutes ces fake news provenant de sites un peu bizarroïdes qui se font passer pour des sites de médias et qui sont très visibles sur Facebook. Facebook ne censure pas, contrairement à ce qu'on peut croire, et donc ils ne suppriment pas les contenus. En revanche, ils ont un gros pouvoir, ils pondèrent et ils programment leur algorithme de recommandation pour que les informations soient pondérées de manière à ce qu'elles soient plus ou moins visibles. Résultat, ils se sont dit, ben, on va un peu baisser l'importance des médias, mais tous les médias. Du coup, les faux médias, entre guillemets, et les vrais qui ont morflé avec cette modification de l'algorithme de Facebook. Et le discours de Mark Zuckerberg, c'était « on va vous rapprocher de vos amis, ce qui est important, c'est que vous êtes là pour parler entre vous, alors on va d'abord privilégier les relations entre vos amis ». Et qu'est-ce qui s'est passé avec le phénomène des Gilets jaunes ? J'en parle parce que j'étais amené à traiter cette affaire-là pour ma radio, France Info, et à discuter avec les gens de Facebook. En fait, la modification en question fait que il y a toujours des fake news qui ont réussi à passer. Simplement, au lieu d'être propagés au plus grand nombre via des pages extérieures, c'était les amis qui les diffusaient. Et du coup, c'est encore plus efficace. Parce que quand vous balancez des infos complètement bidons, mais que c'est quelqu'un que vous connaissez, soit un ami proche, soit un ami Facebook, c'est-à-dire un vrai faux ami, soit quelqu'un dans la communauté, etc., eh bien, ça accroît encore plus le phénomène. Et il y a beaucoup de gens qui se sont laissés un peu intoxiquer par... Il y avait beaucoup de vraies infos qui circulaient, mais malheureusement aussi beaucoup de fausses infos du fait de ce phénomène des bulles de filtre. Alors, d'autant plus que parfois, il faut peu de monde pour faire beaucoup de bruit. Un chiffre, par exemple, dans l'affaire Benalla, qui est une autre affaire qui a défrayé la chronique récemment, 1% des comptes qui tweetaient à propos de l'affaire Benalla produisaient à eux seuls 47% du contenu. Ça dit bien un petit peu le déséquilibre
qui montre que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux n'est pas toujours vrai, je vais y revenir. Et puis demain, il y a un troisième phénomène qui va apparaître et qui là est assez effrayant, ce qu'on appelle les deepfakes. C'est grâce à l'intelligence artificielle, vous avez peut-être vu ces vidéos complètement hallucinantes où on voit Barack Obama prononcer un discours qu'en réalité il n'a jamais prononcé, mais on voit sa bouche qui bouge, on a une voix d'imitateur derrière qui lit un discours. Et bien demain, on pourra fabriquer de l'image, mais aussi du son, des fausses voix. Ça commence à se faire, c'est pas encore très au point, heureusement. Et demain, imaginez des discours de Donald Trump complètement fake, mais plus vrais que nature, ou des discours de Poutine. Enfin, donc ça peut véritablement influer la vie politique avec des conséquences, pour l'instant, très difficiles à mesurer. Donc en réalité, pour résumer, finalement, il faut se méfier de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie. Illustration avec ce montage fait par un YouTuber anglais qui s'appelle Byron Denton et qui a voulu se moquer des influenceurs sur Instagram qui souvent donnent d'eux-mêmes une image magnifique. Ils sont toujours dans des beaux hôtels, en première classe dans l'avion, dans des lieux paradisiaques. C'est pour partie vrai, mais pour partie parfois un peu faux. Bon, ça, c'est pas une vraie situation, mais c'est un montage qu'il avait fait pour essayer de faire passer le message. Le troisième problème dont je parlais, c'est la violation de la vie privée, évidemment, avec une question: comment concilier les réseaux sociaux et le respect de la vie privée? C'est la vraie question, me semble-t-il, du moment. Et surtout, comment concilier le respect de la vie privée avec le modèle économique des plateformes de réseaux sociaux qui est basé sur l'exploitation et l'exploitation commerciale de la data. C'est un peu compliqué. Et la question que nous devons évidemment nous poser, c'est jusqu'où on peut aller, jusqu'où on accepte aujourd'hui de donner nos données personnelles en échange de tout ce que l'on reçoit. Tout le monde connaît maintenant cette phrase « si c'est gratuit, c'est vous le produit ». Ok, après tout, pourquoi pas? On l'accepte. Facebook, c'est super, on s'amuse bien, Twitter, Instagram. Donc on a un service, on reçoit un service. Du coup, il y a beaucoup de gens on veut bien que nos données soient un petit peu exploitées. Mais jusqu'où ça va? Si c'est vraiment pour aller jusqu'à de la manipulation mentale qui peut avoir des conséquences politiques, forcément, il y a un problème. La cybercriminalité, bon, je passerai rapidement là-dessus parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de spécificité réseaux sociaux, mais les cybercriminels qui agissaient déjà sur Internet, par mail, se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de monde, notamment sur Facebook. Donc c'est un formidable terrain de jeu pour eux aujourd'hui. Du coup, ce phénomène est amplifié par l'audience des réseaux sociaux. Et enfin, cinquième problème que nous vivons tous, je pense, c'est le problème de l'addiction. Nous passons 1h30 par jour sur les réseaux sociaux en France. Alors pourquoi? Parce que nous sommes faibles, parce que nous aimons cela, mais aussi parce que tout est fait pour cela. C'est-à-dire qu'on sait désormais que bien, des techniques très poussées sont développées pour nous donner envie de plus en plus de pratiquer les réseaux sociaux. Alors c'est ce qu'on appelle le persuasive design, c'est-à-dire véritablement des techniques ergonomiques et puis toute cette mécanique des likes, des notifications permanentes, tout a son importance jusqu'au code couleur, etc. Et ça évidemment, ça fait fonctionner la machine. Ça fait fonctionner ce qu'on appelle le circuit de la récompense, qui est cette petite mécanique dans le cerveau qui est que quand on poste un contenu sur un réseau social, on va aller vite voir ensuite, quelques temps plus tard, si on a des retweets, des likes, etc. Ça nous fait du bien. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Mais en fait, c'est un petit lâcher de dopamine dans la tête. Et la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. C'est la drogue, en fait. C'est ce qu'on ressent quand on se shoot. Et c'est différent de la sérotonine qui, elle, ce serait bien, c'était de la sérotonine qui est plutôt l'hormone de la sérénité, du plaisir et du bonheur. Et du coup, on a des mécanismes comme le FOMO, hein, vous savez, qui est le fear of missing out, c'est-à-dire la peur de manquer. Et on est là, on a peur toujours de rater quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que je me suis connecté? Ça fait 2 heures ou ça fait un quart d'heure que je ne me suis pas connecté à Instagram. Qu'est-ce que j'ai raté? Vite, vite, retournons-y. Tout cela est sous-tendu par ce qu'on appelle l'économie de l'attention, c'est-à-dire que plus on passe du temps sur les plateformes de réseaux sociaux, plus on fait fonctionner la machine, plus on va avoir de publicité. Et c'est l'objectif des plateformes, c'est de nous garder.
puisqu'on monétise votre temps de cerveau disponible. Du coup, tout est fait pour qu'on passe le plus de temps sur les réseaux sociaux. Alors avant d'aller plus loin, une petite réflexion du psychiatre Boris Cyrulnik. La révolution numérique est à la fois une merveille et une horreur, et je pense qu'on sera tous d'accord sur ce constat. Alors le futur. Là, on a parlé du passé et du présent. On va essayer de se projeter un peu dans le futur, après ce petit rappel de la situation. Je pense qu'on peut parier que la pérennité des réseaux sociaux actuels dépendra en grande partie des réponses qui seront apportées à un certain nombre de problèmes. Les problèmes, c'est ceux que je viens d'évoquer, l'addiction, la contrainte, l'exploitation des données personnelles, etc. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que les réseaux sociaux vont s'adapter ou pas s'adapter ? Personnellement, moi, je vois trois choses. La première chose, c'est l'évolution des comportements, l'évolution des comportements des gens. C'est-à-dire que quelque part, on a le bulletin de vote en main. On peut décider d'y aller, de pas y aller moins, y aller plus, y aller différemment, se comporter différemment, etc. Pendant très longtemps, il y avait une énorme inconscience de nous tous dans la pratique des réseaux sociaux. Par exemple, pour les problèmes de haine. Les commentaires haineux, eh bien, on s'aperçoit que beaucoup de gens ne se rendent même pas compte qu'ils font des commentaires haineux. Moi, il y a une société qui s'appelle Netino qui fait de la modération de contenu sur les sites, notamment les sites médias. Et c'était le directeur de Netino qui me racontait que tous les commentaires de haine qu'il détectait, parfois, il contactait les gens. Et la réponse qu'ils avaient, c'était « Ah bon, mais moi, je me suis pas rendu compte, enfin, c'était pas plus méchant que ce que je dis au bistrot, donc franchement, je suis désolé, ouais, je le referai plus et tout. » Et dans 80-90% des cas, c'était probablement sincère, et effectivement, ils ne le refaisaient plus. Donc il y a vraiment une prise de conscience qui, au départ, qui n'est pas naturelle. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font et de leur comportement sur les réseaux sociaux. Du coup, ça induit aujourd'hui un changement de comportement, peut-être un peu moins de haine. Alors vous allez me dire non, l'actualité prouve le contraire, puisque le phénomène ne cesse de croître. Mais je pense que malgré tout, certains on s'indigne notamment moins facilement. Et c'est bien de ne pas trop s'indigner, de ne pas à chaque fois réagir, chaque fois qu'il y a des propos choquants, parce qu'on sait très bien que, encore une fois, c'est le moteur de la viralité. Et donc le grand proverbe sur Internet, c'est « Don't feed the troll », ne nourrissez pas le troll. Si vous êtes face à des mecs qui sont là uniquement pour vous contredire, et on sent qu'ils sont là pour foutre la pagaille, ben forcément, si vous leur répondez, vous ferez un heureux, et vous allez augmenter le problème. Et puis on a même, donc ça c'est les nouvelles pratiques, et il y a quelques nouvelles pratiques qui sont encore très très minoritaires, mais qui sont émergentes, qui sont amusantes, c'est ce que j'appelle les gentils du web. Les gentils du web, c'est des gens qui essayent justement de réagir, de veiller au grain, et de recouvrir les messages haineux ou les messages à problème par des messages positifs. Alors évidemment ça a une ampleur, ça a un effet pour l'instant totalement minime, mais la démarche est intéressante. En ce qui concerne les fake news, il y a une réaction énorme. C'est-à-dire que la mécanique des fake news, elle est contrée aujourd'hui notamment par les médias traditionnels, qui ont compris qu'il y avait un énorme travail à faire pour remettre, comme on dit, les pendules à l'heure. Et notamment, moi je travaille dans une radio, enfin, à France Info, qui comprend la radio, une chaîne de télé et un site web. Et depuis quelques années, alors depuis quelque temps, on a ce qu'on appelle une agence de certification de l'information. C'est des gens que vous n'entendez pas, vous ne voyez pas à l'antenne, mais ce sont des journalistes dont le travail est de vérifier toutes les informations. Vous allez me dire, c'est le travail des journalistes de vérifier. Oui, bien sûr, mais il y a beaucoup d'informations et il y a des choses parfois qui vont très très vite. On a un truc par exemple qui apparaît sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, un tel est mort, eh bien certains médias vont peut-être aller un peu vite et la donner, et nous, on ira un petit peu moins vite parce qu'immédiatement, il y a une mécanique qui se met en route et on vérifie toutes les informations, on valide, on compte, on essaie d'être cohérent sur le nombre de chiffres, sur les chiffres qu'on peut donner, etc., etc. Donc ça, c'est l'agence. Et le deuxième étage de la fusée, c'est un autre service qui a été développé à France Info petit à petit, mais qui prend de l'ampleur cette année. J'en profite donc pour faire un peu de pub pour France Info au passage. C'est l'équipe du vrai du faux, qui au départ était une simple chronique qui prenait l'information fausse du moment et qui la décryptait, qui la débunkait, qui expliquait pourquoi ce que vous avez lu ce matin sur Facebook, ben, c'est pas vrai.
Cette photo que vous avez vue, tout le monde s'indigne, et ben c'est pas vrai, il y a un trucage derrière. Et au début, c'était une personne qui faisait une chronique par jour. Et là, depuis cette année, il y a 5 ou 6 personnes qui vont travailler à plein temps là-dessus, sur le débunkage des informations. Donc, ça, c'est une manière de lutter contre, et c'est indépendamment des réseaux sociaux, mais c'est une manière de lutter contre le phénomène des fake news pour le service du public. Et c'est quand même extrêmement important. Il y a même certains médias qui ont passé des partenariats avec Facebook et Twitter aussi, je crois, pour à ce moment-là publier leurs informations vérifiées sur les plateformes. En fait, on s'aperçoit que par rapport à toutes ces nouvelles pratiques, cette réaction aux problèmes qui est en train d'apparaître, ben, finalement les réseaux sociaux, c'est un peu comme quand l'automobile est arrivée, hein, quand la voiture est apparue, il y avait peu de gens qui s'en servaient, et puis c'était l'anarchie, on faisait ce qu'on voulait, on roulait n'importe où, n'importe comment, et puis ensuite on a instauré le code de la route, et puis ensuite on a instauré le permis de conduire, et puis ensuite la ceinture de sécurité, et ensuite les conseils de prévention routière, etc. Ben, les réseaux sociaux, c'est un peu ça aujourd'hui finalement. On sort du Far West et on est en train d'entrer, espérons-le, dans la phase un peu plus de civilisation, où on ne pourra plus faire n'importe quoi. C'est ce que voilà, j'appellerais l'apprentissage hein, pour nous tous. Et puis après, il y a l'arme nucléaire des utilisateurs de réseaux sociaux, qui est de partir si ça ne leur plaît pas. Et ça, il ne faut pas oublier que les plateformes qui opèrent les réseaux sociaux sont des entreprises commerciales. Leur obsession, c'est d'avoir toujours plus de monde et des gens qui sont là. Et si les gens s'en vont, ça pose un problème économique. Donc je n'incite pas du tout à quitter les réseaux sociaux. C'est pas du tout un appel au boycott. Loin de moi cette envie-là. C'est pas ça. Mais pour dire que ça peut être un phénomène qui rentre en ligne de compte, la désaffection éventuelle des réseaux sociaux. Pour l'instant, c'est vraiment pas un problème. Et d'ailleurs, pour s'en convaincre, jetons donc un coup d'œil sur le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux, comme ça en passant. À gauche, vous avez la France. À droite, vous avez le monde, et vous voyez ces chiffres totalement hallucinants. 2,4 milliards d'utilisateurs de Facebook, 2 milliards sur YouTube, suivi de WhatsApp, Instagram. Twitter, qui fait beaucoup parler de lui dans les médias, finalement est un petit qui n'a que 321 millions d'utilisateurs. Donc ils sont quand même très bien installés, et surtout, ils ont connu une progression absolument incroyable, exponentielle. On est passé de 50 millions en 2010 à 2,4 milliards aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui va se passer demain? Eh bien, demain, peut-être qu'il y aura 4, 5 milliards d'utilisateurs sur Facebook. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mark Zuckerberg qui le dit, puisqu'il prévoit 5 milliards d'utilisateurs en 2030. Et du coup, comme on prévoit environ 9 milliards d'habitants sur la planète en 2030, ben, ça nous ferait un terrien sur 2 sur Facebook. Alors je parle beaucoup de Facebook, je suis désolé, hein, ce n'est pas une conférence sur Facebook, mais inévitablement c'est le vaisseau amiral, c'est la tête de pont. De par le nombre d'utilisateurs, finalement, c'est le réseau qui est le plus soumis à tous les problèmes qu'on connaît en ce moment. Forcément, Facebook est un peu omniprésent. Alors pourquoi est-ce qu'on reste sur les réseaux sociaux malgré tout? Parce que les réseaux sociaux c'est bien et notamment c'est utile. Je vais vous raconter une anecdote. En 2011, c'est aux États-Unis, il y a un petit garçon de 4 ans qui se réveille le matin et il est tout rouge. Il a des plaques de rougeur, etc. Sa maman s'inquiète, elle l'emmène, c'est le week-end en plus, elle l'emmène chez le médecin. Et le médecin diagnostique dans un premier temps la maladie, je crois que c'est je ne sais plus ce que c'était, une angine à streptocoque. Puis ensuite c'est une scarlatine. Bon, ok. Et la maman poste des photos sur Facebook. Et là, il y a une maman qui voit ça et qui dit oulala, et qui contacte l'autre maman, qui dit attention, là, il y a un problème. Votre enfant, il faut l'amener tout de suite à l'hôpital. Je reconnais tout à fait ces symptômes. Mon fils a eu la même chose. Et en réalité, c'est une maladie auto-immune rare. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Kawasaki. Et le petit garçon a été pris en charge très vite, il a été guéri, etc. Bon, ouais, c'est une histoire fantastique, c'est une parmi des milliers, il y en a plein, des histoires comme ça. Et ça, c'est absolument incroyable. Et ça, il ne faut pas perdre de vue que ce monde-là, aujourd'hui, il a été rendu possible grâce aux réseaux sociaux. Donc il ne faut surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On se rend bien compte à quel point on aime et on a besoin de ces plateformes.
Alors on pourrait multiplier les exemples à l'infini, et c'est vrai qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ils sont utiles pour la communication, pour le divertissement, pour le travail, pour le commerce, etc. etc. Et pas seulement pour l'aspect narcissique et pour nous faire plaisir, même si évidemment ça joue aussi. Ça, c'était pour vous parler un petit peu de l'aspect de ce qui va changer, de ce qui pourrait changer du fait du changement de comportement des gens sur Internet, de nous utilisateurs. Deuxième chose qui, à mon avis, peut énormément influer, c'est l'aspect légal. L'aspect légal, eh bien, c'est tout ce qui est en train d'arriver, de nouvelles réglementations qui se mettent en place. En Europe, on est précurseur avec le RGPD qui a été mis en place, protection sur les données personnelles en 2018, la loi contre le cyberharcèlement, la loi contre les propos haineux qui est toujours en discussion. Bon, ça prend du temps, tout le monde tâtonne, les pays tâtonnent. Par exemple, sur la loi sur les propos haineux, les Allemands sont partis les premiers. Ils ont instauré des dispositions très contraignantes vis-à-vis des plateformes, les Français suivent. On va voir, on ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas, ça prend beaucoup d'importance. Donc, de nouvelles réglementations. Deuxième aspect, les actions judiciaires. Et alors là, on est dans une période, là, il vient de se passer, là, il y a quelques jours, la semaine dernière, un truc qui est quand même pas négligeable, c'est aux États-Unis, parce que jusqu'à présent, c'était souvent les Européens qui montaient au créneau, qui essayaient comme ça de s'en prendre aux GAFA. Mais les Américains eux-mêmes, donc 50 procureurs des États américains, ont annoncé qu'ils ouvraient une enquête antitrust contre Google, mais aussi contre Facebook, avec la menace de démantèlement. La menace de démanteler une entreprise trop puissante, ben les Américains ils connaissent, parce que c'est comme ça que ça se passe là-bas. On laisse faire, on laisse faire, on laisse faire. Les entreprises grandissent, ce qui est formidable, c'est des réussites extraordinaires, et puis à un moment, ça devient trop important, donc on casse. On dit là, vous respectez plus les règles, on casse tout. Ça s'est produit plusieurs fois, hein. Ça s'est produit avec l'Empire Rockefeller au début du XXe, ça s'est produit dans les années 80 avec les télécoms, avec AT&T qui a été démantelé. Ça a failli se produire dans les années 90 avec Microsoft. Microsoft, moi je me souviens très bien avoir traité toutes ces affaires de procès à répétition dans les années 90, et ils ont senti vraiment le vent du boulet passer pas très loin. Ils n'ont pas été démantelés finalement, ils ont réussi à s'en sortir. Mais aujourd'hui, certains aux États-Unis commencent à parler de démanteler Facebook et Google, et ça peut avoir un impact. Non pas que je souhaite le démantèlement, encore une fois, c'est pas du tout ça, mais on constate vraiment que ce phénomène peut être assez prégnant. Troisième chose enfin, l'évolution technologique. Qu'est-ce qui va se passer en matière de technologie sur ces plateformes et dans nos vies d'une certaine manière? Le propre de la technologie, c'est qu'elle ne s'arrête jamais, c'est qu'elle s'adapte en permanence. Et en plus, on est rentré dans une économie où ça représente désormais des sommes considérables, extraordinaires. Les investissements en recherche et développement technologique sont énormes dans des tas d'entreprises, notamment dans les entreprises du numérique. Facebook, c'est presque 8 milliards de dollars en recherche et développement. Un petit tableau voilà, qui montre les investissements en recherche et développement dans les grosses entreprises, alors pas seulement du numérique, hein. On voit que c'est Amazon qui consacre des sommes phénoménales, 22 milliards, Facebook est en milieu de tableau, 7 milliards 8, et ça sert à quoi? Par exemple, un exemple parmi d'autres, mais Facebook a ouvert à Paris un laboratoire d'intelligence artificielle qui s'appelle le laboratoire FAIR. D'ailleurs, c'est super pour la France parce que d'avoir ce labo qui a été créé par Yann Lequin, qui est un grand mathématicien et un grand informaticien. Et ils font des trucs assez sympas, ils font vraiment de la recherche fondamentale, ils appartiennent à Facebook, mais ils font vraiment de la recherche fondamentale qui va bénéficier et à Facebook, mais à tout le monde. Je vais en reparler juste après. Alors, à quoi servent toutes ces innovations technologiques? Où est-ce qu'on va les retrouver? Eh bien, on va les retrouver notamment dans de nouveaux types d'interfaces. Et on sait déjà que ces grandes entreprises travaillent sur des interfaces révolutionnaires, comme par exemple la réalité virtuelle. Alors cette photo, elle a été prise en 2016 à Barcelone, et je me souviens très bien parce que j'étais dans la salle. En fait, c'était une conférence de Samsung, et à un moment, on nous a dit, s'il vous plaît, mettez les masques sur la tête pour assister à une démonstration. Et pendant qu'évidemment plus personne ne voyait rien, Mark Zuckerberg est arrivé, a fait son apparition sur scène juste après. Pourquoi il est apparu sur scène? Pour expliquer que Facebook allait se lancer à fond dans
la réalité virtuelle. Et que d'ici à échéance de 4-5 ans, je crois, il y aurait 1 milliard d'utilisateurs de réalité virtuelle via Facebook, sur Facebook. C'est quoi la réalité virtuelle sur Facebook? Ça pourrait être ça, par exemple. C'est-à-dire que vous vous connectez non plus sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, mais vous chaussez votre masque de réalité virtuelle et vous voyez vos amis en avatar. Bon, ça, c'était la jolie promesse. On est loin du milliard, parce que finalement, on s'aperçoit qu'il y a des contraintes, que tout le monde n'a pas forcément envie et besoin. Ça peut être amusant 5 minutes, mais pas forcément utile. Mais ça peut être une utilisation, une manière comme une autre d'accéder aux réseaux sociaux. Deuxième type d'interface, les assistants intelligents, assistants connectés intelligents. Ça, c'est un assistant qui s'appelle Portal, qui a été lancé par Facebook aux États-Unis. Alors vous connaissez Alexa, Amazon Alexa, Google Home, Siri qui est un peu en retrait. Et bien donc Facebook va là-dedans. Alors non pas tant pour l'aspect reconnaissance vocale, intelligence artificielle, ils sont pas du tout aussi bons qu'Amazon ou que Google, mais pour l'aspect communication. Et alors je vais vous donner un demi-scoop, mais moi j'étais hier à Londres pour la présentation d'un produit de cette famille-là qui va être dévoilé dans quelques jours. Je ne peux pas en dire plus parce qu'il y a un embargo, machin, on n'a pas le droit d'en parler, tout ça, c'est top secret. Mais vous pouvez être attentif, dans quelques jours, il va y avoir des annonces intéressantes dans ce domaine. Ils veulent, quelle est la philosophie qui est derrière ça? Parce que Facebook, c'était un réseau social, et voilà qu'ils se mettent à faire du hardware, des produits comme ça, c'est un peu étrange. Et la philosophie, en fait, telle qu'ils l'exposent, telle qu'ils l'expliquent, c'est juste que leur mission, c'est de connecter les gens entre eux, de permettre aux gens de connecter. Et donc, ça passe par ce type d'outils. Et c'est vrai que ce que j'ai vu hier est plutôt assez sympa. Enfin, moi, je suis un peu trop geek et assez bon public sur ce genre de choses, mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ça s'appelle Portal. Troisième type d'interface, demain peut-être les ondes cérébrales, hein, la possibilité d'interagir avec son ordinateur, son smartphone, son réseau social directement, sans ouvrir la bouche, juste en pensant à certaines choses. Vous rigolez, moi aussi, sauf que cet été, ils ont dévoilé le premier prototype de casque. C'est Facebook ça, hein, qui fait ça. Le premier prototype de casque censé capter les ondes cérébrales pour pouvoir les interpréter et faire des choses dans l'univers Facebook. Là encore, on peut être assez dubitatif. Moi, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois sur des salons high-tech d'essayer des casques de captation d'ondes cérébrales, notamment une fois, c'était pour piloter un téléviseur. Ça marche quand même pas très très bien, c'est-à-dire que pensez à la chaîne suivante, monte le son, baisse le son. En général, ça ne marche pas et la télé fait absolument n'importe quoi, ou la télé ou d'autres choses. Bon, alors on pourrait parler de tas de choses, on pourrait parler d'hologrammes, mais on ne va pas en parler puisque les hologrammes n'existent pas, contrairement à ce qu'on peut voir à droite à gauche. Mais l'hologramme à la Star Wars, ça n'existe pas dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais c'est hors sujet, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc ces choses-là deviendront-elles réalité? On verra bien. Autre type d'innovation que j'appelle, pour sourire un peu, les vraies innovations, parce que malgré tout ça me paraît super important et c'est tangible dès à présent, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui, notamment sur l'algorithme de recommandation de Facebook. Tout à l'heure, je parlais de l'algorithme de recommandation. Cet algorithme de recommandation, de plus en plus, il est au cœur de nos vies. Sur Facebook, mais pas seulement. Si vous êtes abonné sur Netflix, vous savez que le truc qui vous propose, soi-disant, les films qui vous plaisent parce que vous avez déjà regardé ça. Vous allez sur Amazon, il vous propose les livres que, soi-disant, vous avez envie de lire, etc. C'est ça notre vie aujourd'hui, hein. On va être de plus en plus au milieu des algorithmes de recommandation. La plupart du temps, moi, personnellement, je trouve qu'ils ne fonctionnent pas très très bien, ces trucs-là. Mais effectivement, celui qui a les moyens de le faire fonctionner le mieux possible, c'est probablement Facebook, parce qu'ils ont la plus grande expérience, la plus grande base d'utilisateurs et le plus de fric pour inventer des choses incroyables. Donc je pense qu'on va avoir des évolutions dans ce domaine incroyables, notamment du côté de Facebook, et donc ça déterminera notre fil d'actu.
c'est très important puisque finalement ça oriente ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas. Deuxième chose, tout ce qui concerne l'analyse de ce que j'appelle l'analyse de contenu par intelligence artificielle. Et là, Facebook est super en avance aussi. L'analyse de contenu, c'est quoi? C'est par exemple savoir reconnaître des images, notamment pour la modération des contenus haineux. Ils sont capables aujourd'hui de détecter de manière automatique, par exemple, une scène de décapitation afin de la couper. Ça ne marche pas très bien, puisqu'on l'a vu récemment avec la tuerie qu'il y a eu en Nouvelle-Zélande, où là, on leur a beaucoup reproché d'avoir laissé pendant 20 minutes cette vidéo de ce type qui fusillait tout le monde, je ne sais plus où, dans une école, université. Mais tout ça s'explique. Autant la décapitation, entre guillemets, ou des scènes de nu, parce que Facebook est très très pudique, donc un bout de sein, un bout de fesse, alors ça, il sait le repérer tout de suite et il le blacklist. Autant la tuerie de Christchurch, effectivement, c'est un bug, c'est que leur système n'est pas suffisamment évolué. Et le système purement automatique était incapable de faire la différence entre ce qui était en train de se passer. En plus, c'était filmé à la première personne. Donc on ne voyait pas la tête du tueur, on voyait juste des gens qui tombaient devant. Mais ça pouvait être ça pouvait ressembler à un reportage, ça pouvait ressembler à une scène de jeu vidéo. Et ça, aujourd'hui, les IA de Facebook ne savent pas faire. Elles sauront probablement dans le futur, mais pour l'instant, elles ne savent pas, ce qui provient qu'il y a encore une marge de progression. Troisième champ très très intéressant d'innovation, la traduction automatique. Et ça, c'est absolument fantastique. Les systèmes de traduction automatique, par exemple au laboratoire FAIR de Paris, ils travaillent beaucoup là-dessus, sur la possibilité aujourd'hui, enfin demain, on pourra se connecter à Facebook et nous, Français, on pourra dialoguer avec un Coréen, un Turc, chacun dans sa langue et on se comprendra de manière complètement fluide. C'est un petit peu possible aujourd'hui, notamment sur Skype. Microsoft a fait des choses intéressantes dans ce domaine. C'est pas parfait, mais ça fait des progrès phénoménaux à toute vitesse. Et au laboratoire FAIR de Paris, ils ont même une poignée de chercheurs qui travaillent sur un truc complètement délirant où ils ont essayé de créer une intelligence artificielle capable d'inventer un système de traduction entre deux langues à partir de rien, c'est-à-dire juste à partir des langues, mais pas à partir de contenu traduit. C'est-à-dire qu'en règle générale, vous partez d'un texte en français et un texte en coréen, et puis l'intelligence artificielle va mouliner et elle va essayer de comprendre, et après elle pourra elle-même traduire. Là, ils partent de deux corpus de textes qui ne correspondent pas, et ils sont en train d'essayer de travailler pour que l'intelligence artificielle soit capable d'apprendre à traduire alors qu'elle ne part pas de traduction déjà établie. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est un peu... Enfin bref, on ne va pas s'étendre là-dessus. C'est assez étonnant. Tiens, quatrième truc assez délirant. Ah, ça, moi j'adore ce truc-là. Bon, ça n'existe pas du tout, mais ça peut arriver demain. C'est un assistant personnel pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire que demain, vous n'aurez peut-être même plus besoin d'aller vous-même sur les réseaux sociaux. Vous aurez votre petit bot, mais à vous, et vous lui direz, oui, bah alors, tu me connais maintenant, donc tu vas liker tous les posts de ma copine parce que ça va lui faire plaisir. Lui, là, en ce moment, il m'énerve, donc tu vas le boycotter, tu vas plus jamais... Et il va poster des commentaires, il va faire de l'interaction à votre place, et puis il vous fera un petit compte-rendu en fin de journée. Et puis même, il pourra aller plus loin. Peut-être qu'un jour, eh bien, vous direz à votre bot, oh là là... dis donc, est-ce que tu pourrais essayer de j'ai vu une fille super jolie ce matin dans le bus, essaye de savoir qui c'est, essaye de lui envoyer un message. Et avec toutes les datas, en agrégeant toutes les données à sa disposition, il va essayer de la retrouver, de voir qui c'est, voir si elle est réceptive à ce genre de démarche ou pas, etc. Et puis il va envoyer un message qui sera fidèle à ma personnalité et qui essaiera en plus de respecter sa personnalité, donc pour que ça ait le maximum de chances de réussir. Et en fin de journée, eh ben, peut-être qu'il dira « Ah, ça a marché, ça n'a pas marché. » Voilà. Et puis vous imaginez la fin de l'histoire, en fait, c'est des bots qui se parlent entre eux et qui se marient, quoi. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Ces innovations permettront-elles aux réseaux sociaux de répondre à tous les défis qu'on a évoqués et qui se présentent à eux ? Eh bien, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que s'ils n'y arrivent pas, ils pourraient bien disparaître. Peuvent-ils véritablement disparaître ? Ben oui, ils peuvent disparaître parce qu'ils ne sont pas éternels. Qui se souvient de MySpace ? Qui se souvient de MSN Messenger ? Qui se souvient de Second Life ? Oui, vous vous en souvenez ?
mais on y va plus souvent. Pourtant, ils ne sont pas morts. MySpace n'est pas mort. MySpace bouge encore, il existe. Donc finalement, ils ont quand même la peau dure, ils peuvent nous surprendre. Bon, tout ça pour dire qu'effectivement, la fuite des utilisateurs, c'est un vrai problème qui peut se poser à eux malgré tout. La menace de démantèlement, j'en ai parlé, c'est aussi un vrai problème qui peut se poser à eux. La contrainte les obligeant à changer leur modèle économique, c'est aussi un vrai défi qu'ils auront à relever. Comment arriver à continuer à nous fournir le même service sans nous voler nos données et sans trop empiéter sur notre vie privée? Ben voilà, tout cela fera le futur. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc, si, par exemple, pour les données, est-ce que Facebook va devenir payant demain? Ou est-ce que c'est nous qui allons être payés pour l'exploitation de nos données? Vous savez qu'il y a des gens qui commencent à émettre cette théorie. Oui, bah, c'est nos données personnelles, elles ont une valeur. Ok, moi je veux bien les céder, mais en contrepartie, je suis payé. Combien vaut mon nom? Combien coûte mon adresse? Combien coûte ma pratique d'Internet? Combien coûte, je ne sais pas, mes goûts cinématographiques, etc., etc. Ça paraît un peu surréaliste, mais pourquoi pas? Donc le futur, à quoi ressemblera-t-il? Eh bien, le futur sera peut-être privé, espérons-le. En plus, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. C'est Mark Zuckerberg. Alors, c'est vrai que Mark Zuckerberg parlant de vie privée, tout le monde rigole. Bien sûr. Cette image, elle n'est pas vieille, elle date du printemps dernier, quand il a présenté à ses développeurs les dernières évolutions de Facebook. Mais en réalité, moi, je trouve qu'elle n'est pas si absurde que ça, parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas... il a fait plein de bêtises, ça fait 2 ans qu'il s'excuse après avoir fait des conneries, après nous avoir piqué nos datas. Donc il est assez mal placé pour dire... Il n'essaie pas de nous faire croire qu'il va maintenant respecter notre vie privée. Il est en train d'expliquer qu'il a perçu, parce qu'il n'est pas bête malgré tout, que les gens avaient effectivement besoin de plus en plus de se retrouver entre eux, de moins s'exposer. Alors, ce que dit Zuckerberg, c'est que ce que les gens veulent, ce n'est pas le secret, c'est contrôler ce qu'ils partagent. Et il n'a peut-être pas tout à fait tort. C'est-à-dire que de plus en plus, du coup, on voit qu'il y a une certaine désaffection de Facebook et en revanche, un succès des groupes sur WhatsApp. Les groupes, on fait des groupes des groupes familiaux, on fait des groupes de travail, on fait des groupes avec les parents d'élèves, etc., etc. Ça tombe bien, WhatsApp appartient à Facebook, donc lui, ça fait son affaire. Et en fait, ça voulait dire ça. C'était, vous savez, il y a Facebook d'un côté, mais vous inquiétez pas, les gens, ils veulent du groupe, ben, c'est pas grave. Moi, j'ai aussi ça en boutique, je vais leur donner WhatsApp. Il n'y a pas que WhatsApp, il y en a d'autres, il y a Instagram, etc. Comment? C'est Facebook aussi, oui, absolument, c'est ce que je dis. Donc ça tombe dans son escarcelle, absolument. Alors, autre piste... Oula, je m'aperçois que j'ai un peu débordé. On va faire vite. Autre piste, ce qu'on appelle les réseaux, ce qu'on peut appeler les réseaux alternatifs. Alors, c'est des tas de petits réseaux qui existent et qui commencent à voir le jour et qui surfent un peu sur le côté exploitation des données personnelles. Et donc, eux, ils se présentent comme plus respectueux de la vie privée. Et souvent aussi, par ailleurs, ils proposent parfois une expérience différente, plus spécialisée. Vous avez par exemple le Diaspora, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un réseau américain qui date de 2010, qui est un réseau décentralisé. Bon, c'est un peu compliqué leur histoire. En réalité, c'est un système de réseau, ce qu'ils appellent des pods, et ensuite on trouve des instances différentes. Et il y a notamment une instance francophone de Diaspora qui s'appelle Framasphère. Donc c'est un réseau de réseaux. Mais bref. Et il ne fait pas d'exploitation de données, pas de publicité. Il autorise les pseudonymes, ce qui n'est pas le cas sur Facebook, puisque la règle théoriquement c'est d'être sous sa véritable identité, ce qui n'est pas le cas sur Twitter notamment. Voilà, Diaspora, c'est une piste. Un autre, c'est Mastodon, qui est un réseau américain, qui n'est pas vieux, 2016. C'est un genre de Twitter, lui, et il est également décentralisé. Il ne fait pas d'exploitation de données, et il revendique 2 à 3 millions d'utilisateurs. Vous avez MeWe, qui est un réseau lui aussi américain, pareil, la promesse c'est pas d'exploitation de données et il revendique 6 millions d'utilisateurs. On pourrait citer encore Waller, ça c'est un français, qui ne fait pas d'exploitation de données parce qu'il n'y a pas de traçage, il n'y a pas de collecte d'informations, il n'y a pas de publicité et en fait chacun crée sa sphère thématique pour sa famille, ses amis, etc.
Les pages ne sont pas indexées par Google et par les moteurs de recherche, donc on ne peut pas voir ce qui est publié, on ne peut pas voir comme ça des informations concernant des gens qu'on ne connaît pas. Ils revendiquent 200 000 abonnés et le modèle économique, c'est celui du freemium, c'est-à-dire qu'il y a un service de base qui est gratuit et si on veut plus de fonctionnalités, notamment si c'est une entreprise qui veut monter son propre espace, eh bien là, ça devient payant. Et puis c'est pas fini, il y en a plein d'autres. Voilà, vous avez Hello, vous avez Vero, vous avez Quora, qui est un réseau social de questions-réponses. Vous avez Copain d'avant. Est-ce que vous vous souvenez de Copain d'avant? C'est pareil, il n'est pas mort non plus, il bouge encore. Vous avez PeerTube, qui est un genre de YouTube, mais sans tracking. Vous avez TikTok, hein, c'est un réseau qui monte, TikTok. A Small World, c'est un réseau de... J'allais dire un réseau de riches. C'est un réseau très élitiste, voilà, pour gens à très haut pouvoir d'achat. Vous avez Farmer, qui est un réseau thématique dédié aux fermiers. Vous avez Nextdoor pour les voisins. Vous avez Twitch, qui est hyper connu, évidemment, pour le réseau du jeu vidéo. Mapster, qui est un petit réseau qui vient de se lancer, qui référence les restaurants pour que les recommandations d'amis à amis. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi l'avenir des réseaux sociaux, une myriade de petits réseaux avec chacun leur spécificité. Alors juste quelques mots encore, eh bien, on pourrait dire peut-être que finalement l'ère de l'exhibition sans limite est terminée, ou en tout cas elle marque le pas et on s'achemine de plus en plus vers une vie numérique, espérons-le, un peu plus modérée, raisonnable, contrôlée, plus intime. Je ne suis pas persuadé que tous ces petits réseaux dont je parle deviendront un jour de véritables concurrents des plateformes déjà installées parce que ce serait très très dur. Hein, ce sont maintenant Facebook, Twitter, Instagram, tout ça devenu des marques telles qu'elles ne sont pas prêtes de se faire déboulonner. Du coup, pour répondre à la question de base qui était qu'est-ce qui va remplacer Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, eh bien, un peu hypocritement, j'aurais tendance à dire que c'est Facebook, Twitter, YouTube et Instagram qui vont les remplacer. C'est-à-dire que ce sera les mêmes, mais probablement transformés, différents, parce que, espérons-le, ils ont réussi à régler leurs problèmes de haine, de fake news, de respect de la vie privée, d'addiction. Et à cette condition-là, eh bien, ils ont sans doute encore de beaux jours devant eux. Si vraiment ils n'arrivent pas à se transformer, à ce moment-là, il y en aura peut-être quelques-uns qui émergeront en parallèle. Mais en plus, rien ne nous empêche d'être sur plein de réseaux à la fois. Voilà, on verra. Le futur est plein de promesses. D'ailleurs, je vous soumets pour conclure une petite maxime de Machiavel. Deux grands mobiles font agir les hommes, la peur et la nouveauté. Il me semble qu'on est en plein dedans avec les réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup. Merci.